Je suis Christian Page. Dans l'univers du surnaturel, la frontière entre le bien et le mal se trace parfois dans le sang. Bienvenue dans Crimes occultes. Nous sommes à Iaroslavl, une ville de 600 000 habitants dans la province, l'oblast du même nom, en Russie. La cité est située au confluent de la rivière Kotoros et de la Volga. C'est à l'ombre de ces boulevards que sont nés Fyodor Volkov, l'un des pères du théâtre russe, et Valentina Tereshkova, la première femme à voyager dans l'espace et plus tard députée de la Douma. Le 12 avril 2008, en milieu de matinée, les policiers se rendent dans la banlieue sud-est. La splendeur des églises au dôme doré du centre-ville laisse vite la place à de grandes unités d'habitation. Ce sont d'immenses structures, grises ou jaunes, érigées au milieu des terrains vagues. Des HLM monotones, typiques de l'ère industrielle de l'époque stalinienne. Près de l'une de ces bâtisses, les voitures s'arrêtent et les policiers mettent pied à terre. Ils sont accompagnés d'une équipe de techniciens en sciences médico-légales, facilement reconnaissables à leur combinaison blanche, et de subalternes armés de pelles. Pendant de longues minutes, ils vont et viennent dans les herbes hautes. Le terrain vague, une espèce de tourbière, se trouve à quelques dizaines de mètres des logements et du cimetière Ripa. Derrière un bosquet, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Une croix artisanale en bois, plantée tête en bas, sur laquelle un chat, réduit en squelette, a été crucifié, lui aussi tête en bas. Leur informateur disait donc vrai. Dès les premiers coups de pelle, une odeur putride s'échappe du sol. Bientôt, des chairs grouillantes d'asticots apparaissent au milieu de la terre meuble. À l'issue de ce répugnant travail de défossoyeur, les corps de 4 adolescents sont exhumés, 3 filles et un garçon. Tous ont été démembrés et 2 ont été décapités. Leur cage thoracique a été éventrée et leur cœur retiré. Dans la fosse, les experts découvrent, outre le cœur des victimes, des parties de cervelle, des seins amputés, un pénis et des testicules. Ces corps sont ceux des victimes d'un culte satanique dont les rituels vont choquer le monde entier. À la mi-juillet 2008, la police d'Iaroslavl est informée de la disparition de 4 adolescents. Il s'agit d'Olga Pukova, d'Anna Gorokova, d'Andrei Sorokin et de Varia Kuzmina. 3 filles et un garçon âgés de 15 à 17 ans. Olga et Anna se disent les meilleurs amis du monde et Andrei et Varia sont en couple depuis quelques mois. Selon les informations colligées par les enquêteurs, les jeunes se connaissent mais ne se fréquentent qu'à l'occasion. En revanche, ils sont tous attirés par la musique hard rock, heavy metal dirait d'aucuns, et embrassent la culture underground gothique. Ils s'habillent de noir et arborent piercings et tatouages. En raison de leur engouement pour la musique, les autorités concluent que les jeunes, Olga et Anna d'un côté, Andrei et Varia de l'autre, ont pris la route de Tver, à 5 heures à l'ouest d'Iaroslavl, là où se tient tous les premiers week-ends du mois de juillet un grand festival de musique rock, le Naheshvi, que nous pourrions traduire par « invasion ». Les semaines passent et leur absence se prolonge. En interrogeant des amis et des proches, les enquêteurs apprennent que tous ont confié avoir récemment fait la connaissance d'individus étranges. Ils les ont décrits unanimement comme des adeptes des sciences occultes et du satanisme. Peut-être par préjugé, les détectives notent l'information, mais se disent que c'est trop souvent le genre de personnes qui fréquentent ces spectacles de musique heavy metal
et ce, que leurs prétentions soient réelles ou qu'elles relèvent de la simple vantardise. À la brigade d'Iaroslav, des enquêteurs savent que certains de leurs collègues travaillent depuis des mois sur des affaires à caractère occulte. Il n'est pas question de meurtre ou d'enlèvement, mais de crimes sérieux quand même. On parle de vandalisme dans des cimetières, de graffitis sataniques et même de profanation de sépultures. Ces méfaits pourraient-ils être liés à la disparition des adolescents? En juillet 2006, la police de Rabinsk, à 1 heure de route au nord d'Iaroslav, avait été appelée sur une possible scène de crime. Dans un boisé, des randonneurs avaient découvert le corps d'une femme démembrée et décapitée. Elle avait aussi été amputée des 2 seins. L'auteur du crime l'avait également éventrée pour retirer son cœur. La mort remontait un certain temps. Les restes avaient été transportés à la morgue, où le légiste avait bientôt réalisé qu'il s'agissait d'un corps déjà embaumé. L'assassin était-il un thanatologue? La défunte avait aussi été abusée sexuellement. 2 jours plus tard, les mêmes enquêteurs avaient été contactés par le gardien d'un cimetière local. Ils venaient de découvrir que l'une de ces tombes avait été ouverte et que la dépouille, une femme enterrée depuis quelques semaines, avait été emportée. Sans surprise, les restes de la forêt de Rabinsk et la disparue du cimetière étaient une seule et même personne. Sa tête, ses seins et son cœur n'ont jamais été retrouvés. La profanation s'étant produite un soir de pleine lune, des enquêteurs ont supposé que les parties manquantes avaient peut-être été emportées pour servir dans des rituels occultes. D'autres ont évoqué le spectre d'Ed Gein, un nécrophile et tueur en série américain qui, au milieu des années 1950, avait notamment déterré des cadavres de femmes pour les écorcher et utiliser leur peau afin de se faire des vêtements ou des abat-jours. On devait aussi découvrir parmi ses effets personnels une ceinture faite de mamelons cousus les uns aux autres. Si la profanation du cimetière de Rabinsk n'était pas l'œuvre d'adorateurs du diable, peut-être s'agissait-il d'un nécrophile à la Ed Gein. Puis, en juin 2008, le cimetière Leontьevsko a été le théâtre de plusieurs réunions nocturnes, peut-être des sabbats. Cette nécropole est la plus ancienne de l'oblast d'Iaroslav. Elle est située dans un endroit isolé à 40 km au nord de la ville. Certaines de ces sépultures sont plusieurs fois centenaires. Les Vandales ont brisé des pierres tombales et replanté des croix tête en bas, un symbole fort du satanisme. Comme à Rabinsk, des tombes ont été profanées et des cadavres abusés. Un corps a été démembré et ses restes ont été éparpillés aux 4 coins du cimetière. Au moment de ces activités macabres, des jeunes ont été arrêtés par la police, mais vite remis en liberté avec de simples constats d'infraction. Aucun n'a été interpellé pour la profanation des sépultures, faute de preuves. Un nom a toutefois été mentionné à quelques reprises. Nikolai Ogolobiak. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Olga Pukova, 15 ans, et Anna Gorakova, 16 ans, fréquentent toutes deux le lycée d'Iaroslav. Elles adorent la musique heavy metal et, comme beaucoup d'adolescentes, s'intéressent à la magie, à l'astrologie et aux sciences occultes. Olga a même téléchargé depuis Internet un b.a.-ba du satanisme intitulé « Les 101 règles du satanisme ». À l'école,
elles font la connaissance d'Alexei Kristiakov. Le jeune homme leur dit qu'il fréquente une petite confrérie de jeunes qui se regroupent à l'occasion dans des cimetières pour faire des rituels. Quand ils ne traînent pas entre les pierres tombales, ils se réunissent chez un certain Nikolai Ogolobiak. À 18 ans, il est le plus âgé du groupe. Comme sa mère est souvent absente, ils ont l'appartement pour eux seuls. Kristiakov fait savoir aux adolescentes que le groupe serait ravi de les accueillir dans ses rangs. Il leur donne le numéro de téléphone portable de Nikolai Ogolobiak, au cas où. Fin juin, Olga et Anna lui téléphonent. Elles aimeraient bien assister à l'une des réunions de la confrérie, profitant du fait que sa mère passe l'été dans un chalet de campagne. Nikolai leur fixe rendez-vous pour la soirée du 28. Il leur donne son adresse, celle d'un appartement dans un complexe locatif en banlieue d'Iaroslav. Lorsque les filles arrivent, une demi-douzaine de personnes sont déjà là. Il y a bien sûr Ogolobiak et Kristiakov, mais sont aussi présents Anton Mokovkin, Alexander Voronovitch, Konstantin Baranov, Ksenia Kovaleva, la petite amie de Baranov, et Sergei Karpenko. Ils sont âgés de 16 à 18 ans, des adolescents, comme elle. L'atmosphère est détendue, et pendant un moment, les jeunes parlent de tout et de rien. L'alcool coule à flot, et on échange des joints de cannabis. La conversation glisse rapidement vers l'occulte. Olga et Anna, de plus en plus ivres, réitèrent leur souhait de participer à un rituel. Elles auraient sans doute été moins enthousiastes si elles avaient su que depuis quelques semaines, le groupe fantasmait à l'idée de passer des sacrifices d'animaux aux offrandes humaines. Vers 22 heures, le groupe, incluant Pukova et Gorokova, se rend sur un terrain vague à quelques centaines de mètres du lotissement. 5 membres se positionnent de manière à former les pointes d'un pentagramme. Au centre, un adepte allume un feu. Le couple formé de Ksenia Kovaleva et de Konstantin Baranov s'avance. Tous deux sont uniquement éclairés par les lueurs rougeoyantes des flammes. Le maître souffle quelque chose à l'oreille de son disciple, qui commence à se dévêtir. Un peu en retrait, les deux adolescentes regardent la scène, fascinées et obnubilées. Dans l'obscurité, toujours engourdies par les effets de l'alcool, Olga et Anna n'ont pas remarqué les deux hommes qui se sont glissés derrière elles. S'adressant directement aux membres du culte, Baranov annonce que le grand moment est arrivé. 2 adeptes se jettent sur les filles, les immobilisent au sol et les poignardent à répétition. Encouragé par son maître, Anton Makovkin s'approche, une machette à la main, et décapite les adolescentes. À tour de rôle, les membres se photographient autour des corps et même en tenant les têtes des victimes par les cheveux. Comme s'il y avait encore de la place pour l'horreur, les jeunes femmes sont amputées de leur langue et de leur cœur. Ces attributs macabres sont cuits au-dessus du feu et partagés entre les membres pour être mangés. Les satanistes se livrent à d'autres outrages et mutilations. Les filles sont notamment amputées de leur sein. Pour souligner l'adhésion nouvelle de Ksenia Kovaleva, la petite amie de Konstantin Baranov, on l'asperge du sang des victimes. Les restes des corps sont dissimulés derrière un arbre. Ce n'est que le lendemain, en après-midi, que les satanistes reviendront sur place pour enterrer les dépouilles d'Olga et d'Anna dans une fosse creusée à proximité. Varia Kuzmina, 16 ans, et Andrei Sorokin, 17 ans, ne sont pas des satanistes. Elle étudie pour obtenir un certificat de courtière en assurance
et il rêve d'ouvrir un restaurant. Il partage une passion pour la musique hard rock, un style qui s'est rapidement implanté dans l'ancienne Union soviétique au lendemain de la chute du mur de Berlin en 1994 et de la révolution Gorbatchev. Autant que faire se peut, le couple assiste à toutes les performances et les festivals qui passent par la grande région de Iougoslave. C'est lors de l'un de ces rassemblements qu'Andrei a fait la connaissance de Nikolai Ogolobiak, lui aussi adepte du heavy metal, qui se présente par ailleurs comme un membre d'une communauté d'adorateurs du diable. Quelques jours après cette rencontre, Andrei téléphone à son nouvel ami. Il lui dit que Varia et lui aimeraient bien en savoir davantage sur son groupe. Ils sont curieux, insiste-t-il. Nikolai est enchanté. Il lui explique qu'il n'y a rien de diabolique dans ces réunions. Ce ne sont que des jeunes qui se retrouvent pour boire et faire la fête. Andrei aime ce qu'il entend. Nous sommes alors le 29 juin 2008. À peine une dizaine d'heures se sont écoulées depuis les meurtres d'Olga Pukova et d'Anna Gorokova. Après ce stupre sanglant, Ogolobiak et ses amis ont passé une partie de la nuit à boire et à consommer toutes sortes de drogues. Comme Nikolai jouit des lieux en l'absence prolongée de sa mère, il propose à Andrei et à son amoureuse de lui rendre visite. L'invitation est acceptée pour le soir même. Vers 21h, Andrei et Varia se présentent à l'appartement. C'est presque un copier-coller de la veille. Le jeune couple est accueilli par les membres du culte qui, à l'instar de Nikolai, n'éprouvent aucun remords et qui, de surcroît, ne voient aucune objection à participer à un autre sacrifice. Un nouveau venu est présent, Andrei Soloviev, alias Dark, un adolescent de 17 ans qui est arrivé de Rabinsk en début de soirée pour être initié au satanisme. Si Andrei Sorokin se sent aussitôt en confiance avec ses nouveaux amis, Varia est plus réservée. Ces gens sont étranges. Il y a quelque chose de factice dans leur attitude. Ils sont certes amicaux, peut-être trop justement, se dit l'adolescente. Elle dit à Andrei qu'elle préférerait partir, que tout cela la rend mal à l'aise. Ksenia Kovaleva, la seule femme du groupe, intervient aussitôt et convainc l'adolescente de rester. Entre deux bières, Andrei confie que des amis d'Olga Pukova et d'Anna Gorokova lui ont téléphoné le matin même pour lui dire que les jeunes femmes avaient disparu. Elles ne sont apparemment pas rentrées la veille et leurs parents sont inquiets. Leurs mères ont contacté leurs amis qui, à leur tour, ont averti leurs camarades. Il ajoute qu'il sait qu'Olga et Anna avaient l'intention de se joindre au groupe d'Alex, c'est-à-dire à leur groupe. En apprenant cela, Kristiakov se montre surpris. C'est vrai qu'il les connaît et qu'il leur a parlé de leur petite communauté, mais il jure que cela n'a jamais été plus loin. Puis, comme s'il s'agissait d'une anecdote sans importance, la conversation s'oriente vers autre chose. La disparition d'Olga et d'Anna est vite oubliée. Andrei l'ignore, mais ses confidences font de lui un témoin accablant. La bande ne peut pas s'offrir le luxe de le laisser aller déballer son sac à la police. Les satanistes se retrouveraient de facto dans le collimateur des autorités. Vers 23h, déjà passablement enivrés, Andrei et Varia accompagnent le groupe dans un terrain vague, près du cimetière Ripa. 2 ou 3 membres de la bande portent des sacs à dos et un autre a une puissante radiocassette du genre Ghetto Blaster. Chemin faisant, Nikolai explique à Andrei que le maître, Baranov, va les initier, lui et Varia, et en faire des membres à part entière de la confrérie. Dans une petite clairière, Constantin Baranov sort d'un sac à dos des canettes de bière qu'il distribue généreusement.
Andrei et Varia préfèrent passer leur tour, mais les autres insistent. Pendant un moment, ils restent là à discuter et à boire, écoutant du heavy metal. Andrei se dit que cette réunion est exactement comme Ogolobiak la lui a décrite. Des jeunes qui s'amusent et font la fête. Ces activités durent environ 1 heure. Soudain, les choses prennent une tournure beaucoup plus solennelle. 5 des membres se positionnent en étoile et un autre allume un feu au milieu. Debout, à l'orée de la clairière, Andrei et Varia regardent, comme hypnotisés. « Mes amis », commence Constantin en s'adressant spécifiquement aux invités. « Vous êtes les bienvenus à cette soirée très spéciale. Ce soir, nous allons accueillir dans nos rangs Dark », poursuit-il en plaçant sa main sur l'épaule du jeune homme. À cet énoncé, l'un des membres s'approche d'une boîte laissée à côté d'une souche. Ni Andrei ni Varia ne l'avaient remarqué avant. Toute l'affaire sent la mise en scène. Le sataniste sort de la boîte un sac grouillant. Au miaulement, les jeunes témoins comprennent aussitôt qu'il s'agit d'un chat. Le pauvre félin est extirpé par la queue. Il essaie de s'accrocher dans le vide, toute griffe dehors. Alexei Kristiakov s'approche et lui tranche la gorge. Il se place devant Dark, qui récupère un peu de sang de l'animal dans le creux de ses mains et se l'étend sur le visage. Il s'en lèche même les doigts. La dépouille est ensuite attachée à une croix qui est plantée à l'envers dans le sol, au milieu de la clairière. À l'écart, Varia, qui a un chat à la maison, est horrifiée. Elle fait un pas en arrière en s'accrochant au blouson d'Andrei. Quelque chose lui dit qu'il est temps de partir. Mais il est déjà trop tard. « Attrapez-les !» lance Barianov. Anton Mokovkin se jette sur Varia et la plaque au sol. Andrei tente de s'interposer, mais 2 autres adeptes le renversent. Une fois le couple maîtrisé, Constantin s'approche. « Satan, nous accueillons Dark parmi nous en t'offrant ses 2 vies, lance-t-il les yeux vers le ciel. Se tournant vers Alexei Kristiakov, il lui lance rapidement « Vas-y ». Comme s'il s'agissait d'un ordre divin, l'adolescent se jette sur Andrei et le poignarde à la poitrine. Commence alors un épouvantable décompte. À chaque coup, les autres membres de la secte comptent à voix haute. 1, 2, 3. Pendant de longues minutes, les satanistes se passent le couteau à tour de rôle. Ils vont lui porter très exactement 666 coups. 666, c'est le nombre de la bête. Ce stupre se déroule sous les yeux horrifiés de Varia, forcé d'assister à genoux à l'agonie de son amoureux. Au 200e coup, ou peut-être est-ce le 300e, l'adolescente comprend qu'elle n'en réchappera pas. Elle feint de s'évanouir en se laissant tomber au sol. Puis, profitant d'un moment d'inattention de ses bourreaux, elle se redresse et court dans la forêt. Malheureusement pour elle, au détour d'un arbre, elle change de direction, ce qui la ramène vers la clairière maudite. Elle est rejointe par 3 adeptes qui la traînent près du corps d'Andrei. Nikolai Ogolobiak se jette sur elle et lui tranche la gorge. Les corps sont ensuite mutilés et soumis à des outrages. Les satanistes rouvrent la fosse creusée l'après-midi même, là où ils ont enterré les restes d'Olga Pukova et d'Anna Gorokova, et y jettent les corps d'Andrei et de Varia. Pour achever leur œuvre, ils y plantent la croix avec le chat crucifié. Dorénavant, ce sera leur épitaphe. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Au quartier général de la police de Iouroslav, l'enquête sur les adolescents disparus progresse. Le scénario d'une fugue aurait été envisageable pour l'un ou l'autre des couples, mais certainement pas pour les deux.
Leur intérêt commun pour la musique heavy metal et la culture gothique n'est-il qu'une simple coïncidence ou un élément spécifique de l'enquête? Il y a aussi ces confidences faites par les jeunes à propos de leurs rencontres récentes avec des gens étranges. En consultant les appels entrants et sortants des téléphones portables des deux tandems, les enquêteurs notent un numéro qui revient. Celui de Nikolai Ogolobiak, un jeune de 18 ans de Iroslav. Indice ou coïncidence? En discutant avec les autres policiers de la brigade, les détectives découvrent que ce Nikolai Ogolobiak n'est pas inconnu au bataillon. Son nom est apparu lors d'une enquête sur des actes de vandalisme dans des cimetières. Il est aussi soupçonné d'appartenir à une bande d'adolescents qui se seraient livrés à des actes de nécrophilie et de mutilation de cadavres. Voilà suffisamment de comportements déviants pour en faire un personnage étrange. Nikolai Ogolobiak et sa bande se retrouvent de facto en tête de liste des personnes d'intérêt. Les enquêteurs apprennent que leur suspect vit avec sa mère divorcée. Il n'a pas d'emploi fixe. Ses copains et lui fréquentent, plus ou moins assidûment, des établissements d'enseignement secondaire de Iroslav et de la région. Ce sont d'ailleurs des élèves médiocres. Ils sont décrits comme des marginaux. Paradoxalement, plusieurs sont issus de familles assez aisées. Ils sont âgés de 16 à 18 ans et se vantent d'être des adorateurs du diable. Ils se sont d'ailleurs donné des surnoms de serviteurs, puisés à même l'univers du macabre et du heavy metal. Dr. Goth, Click, Hitler, Death, Distress ou Dark. Ogolobiak se fait appeler le Comte. Les enquêteurs en informent le gouverneur régional, Sergueï Vakroukov, qui assure aussi les fonctions de procureur de l'oblast de Iroslav. Tablant sur les preuves, Vakroukov juge que les policiers ont suffisamment d'indices pour interroger ces jeunes. Dans la première semaine d'août 2008, Alexei Kristiakov, alias Death, est arrêté et conduit au poste central de la police. Il se montre impassible et arrogant. Bien sûr qu'il connaît les disparus. Ils fréquentent ou ont fréquenté les mêmes écoles. Il lui est parfois arrivé de discuter avec eux de musique heavy metal ou de sciences occultes. Il jure toutefois ne rien savoir à propos de leur absence. Et lorsque les enquêteurs lui parlent des autres membres de sa confrérie, il nie en bloc. Là encore, il avoue fréquenter ces gens, mais ces histoires de groupes sataniques ne sont, dit-il, que des racontards liés au fait qu'il s'habille en noir et écoute de la musique rock. Dans les jours qui suivent, les suspects défilent. Konstantin Baranov, Click, Anton Makovkin, Dr. Goth, Nikolai Ogolobiak, le Comte, Alexander Voronovitch, Hitler, Ksenia Kovaleva, Kara et Sergueï Karpenko, alias Distress. Les enquêteurs cherchent à les monter les uns contre les autres, mais avancent avec prudence. Après tout, ces jeunes sont mineurs, sauf Nikolai Ogolobiak, qui a récemment fêté ses 18 ans. Les policiers leur font croire que leurs amis les accusent d'être impliqués dans la disparition des adolescents. Leur résistance s'effrite. Finalement, Konstantin Baranov, le leader, se met à table. Il raconte en détail les événements sanglants des soirées du 28 et du 29 juin. Le 12 août, sur la foi des indications de Baranov, une unité spéciale est dépêchée sur la scène des crimes. Dans une fosse fraîchement creusée et marquée par la carcasse d'un chat crucifié, la tête en bas, les enquêteurs trouvent les victimes. Les démembrements et les mutilations sont si terribles qu'il faudra des tests ADN pour associer les restes à leurs propriétaires. Près d'un arbre, les agents découvrent les traces d'un feu de camp. Ils tirent du milieu des cendres une mèche de cheveux teints en rouge, comme ceux d'Olga Pukova. Les jeunes sont formellement accusés de meurtre, d'agression
et de profanation de cadavres. En apprenant les charges qui pèsent contre lui, l'un des satanistes, Anton Makovkin, alias Dr. Gott, lance aux enquêteurs « Satan m'aidera à échapper à mes responsabilités. Je lui ai apporté de si nombreuses victimes. » Les jeunes sont écroués dans des centres de détention pour mineurs, à l'exception de Nikolai Ogolobiak. Les satanistes auront droit à un procès commun. Les audiences à huis clos débutent le 24 février 2010 au tribunal régional de Iouroslav. Ogolobiak sait qu'il a plus à perdre que ses condisciples. Il est le seul qui était majeur au moment des crimes. Le bon sens lui suggère de faire profil bas, mais le bon sens n'est pas son apanage. Il arrive au tribunal vêtu d'un t-shirt arborant une tête de bouc dans un pentagramme inversé, le symbole universel des satanistes. Dans le box des accusés, une cage au sens littéral du terme, prennent place Alexei Kristiakov, Konstantin Baranov, Ksenia Kovaleva, Nikolai Ogolobiak, Anton Makovkin, Alexander Voronovitch et Sergei Karpenko. Le seul absent est Andrei Soloviev, l'adolescent de Rabinsk initié lors de la soirée du 29 juin. Selon tous les aveux, il se trouvait sur les lieux du rituel, mais personne ne l'implique directement dans quelque action criminelle. Se badigeonner le visage de sang de chat n'est pas un crime en Russie. La police pourrait certes l'accuser de ne pas avoir dénoncé ses camarades, mais les enquêteurs préfèrent lui proposer un sauf-conduit en échange de son témoignage. Les 8 satanistes dont parle la presse ne sont en fait que 7. Au procès, on apprend que c'est Konstantin Baranov qui a eu l'idée du groupe à l'automne 2006. À l'époque, il fréquentait un lycée de Rabinsk. Peu après, il a recruté Nikolai Ogolobiak et Alexei Kristiakov. Les autres membres ont suivi rapidement. Ce n'était rien de plus qu'une bande d'adolescents passionnés de musique heavy metal et fascinés par l'occultisme. À 16 ans, Ogolobiak était alors l'aîné de la confrérie. Au début, il se contentait de réunions dans des cimetières pour y faire des rituels inspirés du cinéma et de YouTube. Leur connaissance du satanisme se limitait à quelques sites internet plus folkloriques qu'initiatiques. Puis Baranov a exigé plus. Le groupe est passé à l'étape des profanations de tombes, des sacrifices d'animaux et des mutilations de cadavres. Pendant de longs mois, la secte s'est cantonnée dans ses activités occultes. C'est au printemps 2008 que le maître a commencé à parler de sacrifices humains. La procureure, Elena Smirnova, détaille les nuits du 28 et du 29 juin. Plusieurs magistrats détournent le regard lorsqu'elle présente les photos des corps démembrés. Dans sa cage, Ksenia Kovaleva, qui a depuis rompu avec Baranov, pleure à chaudes larmes. Les autres accusés gardent la tête baissée, sauf Anton Makovkin, qui s'exhibe torse nu et semble apprécier le spectacle. Des gardes doivent intervenir à plusieurs reprises pour le faire taire. Le 26 juillet, les verdicts tombent. Tous les accusés sont reconnus coupables de profanation de sépultures commises par un groupe de personnes, du meurtre de 4 personnes, de tueries commises par un groupe de personnes ayant comploté au préalable, d'abus sur des cadavres commis par un groupe de personnes et de mutilation des corps des victimes. La transcription des échanges et des témoignages remplit 35 volumes. Nikolai Ogolobiak, même s'il n'était que le numéro 3 dans cette hiérarchie infernale, écope de la peine la plus sévère, 20 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire, une version 2.0 des goulags de Staline. Son âge au moment des faits, 18 ans,
joue à la fois pour et contre lui. Sa peine est plus lourde parce qu'il était le seul majeur au moment des meurtres. Mais son jeune âge incite le président du tribunal à lui éviter la réclusion à perpétuité. Konstantin Baranov et Alexander Voronov sont tous deux condamnés à 10 ans, la peine maximale en Russie pour ce genre d'offense, lorsque commise par un mineur. Alexei Soloviev et Alexei Kristiakov écopent de 9 ans, Ksena Kovaleva de 8 ans et Sergei Karpenko de 2. Anton Makovkin, qui n'a cessé de troubler le bon déroulement du procès par ses propos grossiers et déplacés, est jugé irresponsable. Les psychologues de la Cour ayant diagnostiqué chez lui une schizophrénie paranoïaque, il est envoyé dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. Au lendemain de la condamnation des satanistes d'Iouroslav, de prétendus experts en sciences occultes, ceux qui ont lu 2 livres ou plus sur le sujet, expriment des doutes sur l'affaire. Certains font remarquer qu'au dire des médecins légistes, les corps auraient été démembrés de manière chirurgicale. Or, aucun des participants n'avait de connaissances en anatomie. Plusieurs se demandent si d'autres adhérents n'ont pas échappé à la police. Les confréries sataniques comptent traditionnellement 13 membres. Dans l'affaire des satanistes d'Iouroslav, les enquêteurs n'ont identifié que 8 participants, dont un, Andrei Soloviev, n'a pas été inquiété. Si ces gens formaient une confrérie satanique digne de ce nom, qui étaient les 5 adeptes fantômes? Selon des rumeurs, ces membres étaient peut-être des gens influents, des intouchables, que les enquêteurs auraient volontairement choisi d'ignorer. Cependant, rien dans les minutes du procès ne supporte cette hypothèse. Le groupe, créé par Konstantin Baranov, n'était qu'une poignée d'adolescents pathétiques, alcooliques, à l'esprit embrumé, immoraux et désorganisés. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. C'est un nouvel épisode dans cette guerre débutée en 2014. 8 mois plus tard, le groupe Wagner, une milice paramilitaire sous les ordres du président russe Vladimir Poutine, se met à recruter des soldats à même les colonies pénitentiaires du pays. Parmi ces nouveaux combattants, on parle de quelques 25 000 détenus, se trouve Nikolai Ogolobiak, le dernier des satanistes encore incarcéré. En théorie, sa peine doit prendre fin en 2030. En échange d'un engagement de quelques mois sur le front, il pourrait être libéré. Le sataniste cannibale accepte sans la moindre hésitation. Nous sommes alors en avril 2023. Après un entraînement éclair, il est affecté à l'unité d'assaut Tempête Z. En juillet, il est gravement blessé, atteint à l'abdomen par un éclat de mortier. Il est transféré dans un hôpital militaire près de Moscou. Le 2 novembre, après 11 chirurgies, il est démobilisé et rentre auprès de sa mère à Iouroslav. Il gardera sa vie durant des séquelles de sa participation au combat. Il dit aujourd'hui être un autre homme. Dans la petite trentaine, il se déplace avec difficulté et a perdu 75% de sa vision. Pour l'État, celui-là même qui l'a gracié au nom de Vladimir Poutine, il est à présent un invalide et un malvoyant. Il ne retournera pas au front. Aux yeux du Kremlin, il a expié ses crimes sur les champs de bataille. Ogolobiak répète que cette histoire de secte satanique a été très exagérée par les médias. Parlant en son nom et uniquement en son nom, insiste-t-il, il jure n'avoir jamais commis d'acte de cannibalisme ni de profanation de tombes, même s'il a été reconnu coupable de ce dernier chef. Il dit regretter ses actions. La pire erreur de sa jeunesse, répète-t-il. Il s'excuse auprès des familles des victimes, même s'il est conscient que cela ne les ramènera pas. En prison, il a trouvé Dieu, évidemment.
À n'en juger par le nombre de prisonniers qui ont retrouvé la foi derrière les barreaux, c'est à se demander si Dieu n'y a pas élu domicile. Nikolai Okolobiak est le dernier des satanistes d'Yaroslav à avoir été relaxé. Tous les membres, incluant Anton Mokovkin, institutionnalisé en psychiatrie, ont recouvré leur liberté après quelques années derrière les barreaux. Ils n'ont apparemment plus de contact entre eux et se sont fait une autre vie, loin d'Yaroslav. Ksenia Kovaleva, la seule fille du groupe, serait décédée. Les mauvaises langues diront que l'enfer l'attendait, les portes grandes ouvertes, et sur sa barque, perche à la main. Charon est impatient d'accueillir les autres. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.